Vous avez vu, bonsoir, vous avez vu le livre? Allô, vous êtes Oui, là? Vous avez vu le livre qui est affiché? oui, bonsoir, Oui, madame. oui. Ah oui, d'accord, merci. Donc, bonsoir, chers amis, excusez-moi, parce que les rues étaient tellement encombrées. Donc, voilà, et la semaine dernière, on était on avait laissé le cours à ce niveau-là. On devrait déterminer l'activité de l'entreprise. Et on s'était dit qu'on devrait se rencontrer aujourd'hui afin de répondre à certaines questions. Et ces questions allaient vous aider à allaient vous aider à répondre à certaines questions. Donc, la première chose qu'on va faire, on a ce tableau où, où il y a les principales questions à se poser afin de déterminer l'activité de l'entreprise. Là, donc, il y a trois groupes de questions à ce niveau. Le premier groupe de questions, ça parle de la nature des activités de l'entreprise. Deuxième groupe de questions, les risques internes. Et troisième groupe de questions, les risques externes. On va tout d'abord parler
des questions qui ont rapport avec la nature des activités de l'entreprise. Donc, à ce niveau, chers amis, comme vous l'avez vu dans le livre, la nature des activités de l'entreprise, il y a exactement 4 questions à se poser. La première question concerne le secteur d'activité. Deuxième question, la taille de l'entreprise. Troisième question, la dimension géographique. Et la quatrième question, quelle est la position de l'entreprise dans le cycle de vie? Pour la question concernant le secteur d'activité, on avait dit, puisqu'on avait dit que dans le cadre de l'analyse financière, il nous faut toujours faire des comparaisons. Comparaison de l'entreprise avec elle-même dans le temps et comparaison avec les autres entreprises du secteur. Donc, pour faire la comparaison avec les autres entreprises du secteur, il nous faut tout d'abord déterminer le secteur d'activité afin de choisir les entreprises qui sont dans le même secteur. Donc, secteur d'activité, on nous dit que présence ou non d'informations sectorielles. Donc, dans le secteur d'activité où se trouve l'entreprise, est-ce qu'il y a des informations sur le secteur? Donc, est-ce qu'il y a les statistiques sur le secteur? Est-ce qu'il y a les états financiers des autres entreprises du secteur afin de pouvoir faire les comparaisons? Et pourquoi répondre à ces questions? La présence d'une entreprise dans plusieurs secteurs d'activité implique pour l'analyste de faire une analyse de chacune des activités. Donc, si vous trouvez une entreprise qui se trouve dans plusieurs activités, dans plusieurs secteurs d'activité, mais maintenant, il faut prendre la partie de l'entreprise, les chiffres, les chiffres du secteur. On va prendre un exemple. C'est comme un multiservice ou qui donne des services de transfert d'argent, qui a un supermarché et qui vend des matériaux de construction. Et puis, il y a une partie où on vend des habits. Maintenant, la partie et fermez les micros, s'il vous plaît. En montant, vous fermez les micros. Il y a le compte, il y a Node Saint-Louis, fermez vos micros. OK. Mais maintenant, il s'agit d'une entreprise qui se trouve dans 4 secteurs d'activité. Donc, et il y a un shop où on vend des habits. Il y a un endroit où il y a une partie, c'est supermarché. Donc maintenant, le secteur des supermarchés, cette partie-là, on va mettre dans le secteur des supermarchés. On vend des matériaux de construction. Donc, les matériaux de construction, ça fait partie de notre secteur. Maintenant, la présence d'informations, où trouver ces informations pour le secteur? La présence d'informations sectorielles dans le rapport annuel indique que l'entreprise intervient dans différents secteurs. Si on regarde le rapport annuel de l'entreprise, des entreprises, vous allez voir les différents secteurs d'activité dans lesquels fonctionne l'entreprise. Donc, ça, c'est une question afin de déterminer le secteur d'activité ou bien les secteurs d'activité de l'entreprise. Donc, c'est la première question. Afin de parler de la nature des activités de l'entreprise, il faut déjà déterminer le secteur. La deuxième question a rapport avec la taille de l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une grande entreprise ou bien est-ce qu'il s'agit d'une petite entreprise? Lorsqu'on parle de la taille de l'entreprise, on dit élevé ou faible. Une grande entreprise, c'est une entreprise de grande taille. Une petite entreprise, de petite taille.
Et où est-ce qu'on va pouvoir mesurer la taille de l'entreprise? Il faut aller au niveau du bilan ou de l'état des résultats. Au niveau du bilan, du bilan, le total de l'actif va déterminer la taille de l'entreprise. En général, on prend le total de l'actif pour mesurer la taille de l'entreprise. OK? Donc, le niveau de l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une moyenne entreprise, d'une petite entreprise, d'une grande entreprise? Une entreprise de taille importante implique moins de flexibilité dans la gestion, mais présente des avantages sur d'autres aspects, accentue le rapport force avec les clients et fournisseurs, facilite la détermination d'une norme de production ou de qualité pour son marché. La taille se mesure par le chiffre d'affaires ou le montant de l'actif comptable présenté dans les états financiers. Mais le plus souvent, on prend le montant de l'actif pour déterminer la taille de l'entreprise. Donc, il faut dire est-ce que l'entreprise est dans quel secteur et quelle est la taille de l'entreprise. La troisième question concerne la dimension géographique de l'activité. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise qui se trouve seulement à Port-au-Prince? Là, on va dire c'est régional. L'entreprise se trouve au Cap seulement, régional. L'entreprise se trouve, il y a des branches au Cap, au Caille, à Port-au-Prince. Là, on va dire que c'est une entreprise nationale. Et puis maintenant, l'entreprise a une branche dans un pays étranger, à Saint-Domingue, à Miami et tout ça. On va dire que l'entreprise a une dimension internationale. OK? Si ça se trouve dans une seule région, on va dire c'est régional. Ça se trouve dans plusieurs régions de même pays, c'est une entreprise nationale. Et ça, maintenant, ça laisse les frontières d'un pays pour aller dans un autre pays. À ce moment-là, on va dire qu'il s'agit d'une entreprise internationale. La dimension internationale de l'activité par rapport à une activité locale introduit des risques supplémentaires qui devront être analysés. Donc, le fait qu'on est à l'international, risque pays par rapport à l'autre pays, risque de change parce qu'on va utiliser une autre monnaie. Donc là, il y a beaucoup de risques, risques juridiques, le fait qu'on se trouve dans un autre pays, risques légaux et tout ça. La dimension internationale est détaillée dans l'information sectorielle ou fait l'objet d'une section spécifique dans les états financiers. Et la dernière question qui concerne la nature de l'activité, ça concerne la position de l'entreprise dans le cycle de vie. Vous savez qu'une entreprise peut connaître plusieurs phases dans son cycle de vie. L'entreprise à ses débuts, on va parler de phase de lancement. L'entreprise grandit, on va parler de croissance. L'actif augmente chaque année, on va parler de croissance. L'entreprise arrive à un niveau où les chiffres ne changent pas, l'actif cesse d'augmenter, donc c'est stable. À ce moment-là, on va parler de maturité. Maintenant, les chiffres commencent à baisser, on va parler de déclin. Donc, il y a 4 phases dans la vie de l'entreprise. Vous-même, l'entreprise que vous analysez, il faut déjà déterminer à quelle phase se trouve cette entreprise. Donc, la présence de l'entreprise dans une des étapes du cycle de vie a un impact important dans l'analyse de ses états financiers. Parce que vous savez que l'entreprise est en croissance, vous êtes intéressé parce que vous allez donner un résultat peut-être positif à votre client. L'entreprise est en déclin, vous voyez déjà une recommandation négative. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver cette information? L'information sur le cycle de vie est essentielle. Là, est essentiellement dans
L'info est disponible essentiellement dans les formations externes aux états financiers, la presse spécialisée, la presse financière. Donc, chers amis, pour parler de la nature de l'activité ou de l'entreprise, il y a 4 questions à se poser. Il faut situer l'entreprise dans son ou dans ses secteurs d'activité. Il faut déterminer la taille de l'entreprise. Il faut déterminer la dimension géographique de l'entreprise et aussi la position de l'entreprise dans le cycle de vie. Est-ce que l'entreprise se trouve à sa phase de lancement, de croissance, de maturité ou bien de déclin? Donc, il faut faire ressortir ces informations-là dans votre analyse. C'est ce qui va vous permettre de bien produire l'analyse. Maintenant, le deuxième groupe de questions a rapport aux risques internes. Quels sont les risques encourus à l'interne par l'entreprise? Quels sont les risques? Parce que vous savez, quel que soit l'entreprise, il y a des risques. Mais maintenant, à l'interne, à l'intérieur de l'entreprise, quels sont les risques auxquels l'entreprise fait face? Tout d'abord, ça concerne les relations avec les fournisseurs, les relations avec les clients, la dimension technologique de l'entreprise, la présence ou non de personnes clés, le niveau des stocks, le type de marchandises utilisées par l'entreprise. Cela, ça fait partie des risques internes. Donc, pour les risques internes, il y a 6 questions à se poser, 6 informations, 6 points à développer, à investiguer afin de déterminer les risques internes. Tout d'abord, relation avec les fournisseurs. Quel est le type de relation qu'il y a entre l'entreprise et ses fournisseurs? Est-ce que les fournisseurs sont en position de force par rapport à l'entreprise, c'est-à-dire que les fournisseurs peuvent conduire l'entreprise à prendre n'importe quelle décision? Donc, à ce moment-là, les fournisseurs sont en position de force, ou à l'inverse, est-ce que l'entreprise a beaucoup de clients? Donc, de sorte que l'entreprise n'est pas attachée à un client quelconque. Donc, l'entreprise à ce moment-là est en position de force. Parce que si ce client ne veut pas négocier avec l'entreprise peut aller trouver un autre fournisseur. Donc, à ce moment-là, l'entreprise est en position de force. Mais maintenant, si l'entreprise n'a que 1 ou 2 fournisseurs et que l'entreprise est obligée de faire affaire avec ce fournisseur, à ce moment-là, le fournisseur est en position de force par rapport à l'entreprise ou bien l'entreprise est en position de faiblesse par rapport au fournisseur parce que l'entreprise est dépendante de son fournisseur. Donc, si on a une panoplie de fournisseurs, à ce moment-là, on est en position de force, on peut choisir. OK, vous m'avez donné un prix, je ne veux pas acheter, je n'aime pas ce prix, je vais négocier avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, si vous avez qu'un seul fournisseur, vous n'allez pas pouvoir négocier. Si le fournisseur ne veut pas vendre, c'est ou bien vous fermez boutique ou bien vous acceptez les conditions du fournisseur. Donc, à ce moment-là, le fournisseur est en position de force. Une situation de force élevée par rapport au fournisseur permet à l'entreprise d'imposer des conditions de prix aux marchandises achetées. Au contraire, une situation de faiblesse implique un risque de dérapage du coût des marchandises parce que le fournisseur peut imposer son prix parce que le fournisseur a le monopole, donc le fournisseur peut choisir, peut
imposer n'importe quel prix parce qu'il est le seul. Donc, c'est ou bien on achète ou bien on n'achète pas. Et il sait quand même que les entreprises viendront acheter parce qu'il a le monopole, il est le seul fournisseur. Cette situation de force peut être déterminée par le nombre de fournisseurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de fournisseurs? Un nombre élevé de fournisseurs permet à l'entreprise de faire jouer la concurrence, alors qu'un faible nombre de fournisseurs, voire un fournisseur unique, est synonyme de rapport de force favorable au fournisseur parce qu'il peut imposer ses conditions. La taille relative de l'entreprise par rapport aux fournisseurs, une entreprise de taille importante a un poids important dans les négociations si elle achète une part élevée de sa production. Donc maintenant, si l'entreprise que vous analysez est une grande entreprise et que lorsque cette entreprise achète, c'est un stock vraiment élevé, à ce moment-là, cette entreprise est en position de force parce que le fournisseur doit considérer cette entreprise parce que lorsque cette entreprise achète, c'est en grande quantité et les fournisseurs en général aiment ce type d'entreprise, ce type de client. Donc, et les risques qu'on peut encourir avec les fournisseurs, ce sont des risques en termes de relations. Quelle est la position? Est-ce qu'on est en position de force ou bien en position de faiblesse? On peut aussi, avec les relations avec les clients, on peut être en position de force ou bien en position de faiblesse. Si l'entreprise n'a qu'un seul client ou bien deux seuls clients, l'entreprise est en position de faiblesse. Parce que si ses clients ne viennent pas acheter, l'entreprise ne va pas vendre. Et pourtant, si on a beaucoup de clients, donc si un client ne veut plus acheter, cela ne va pas déranger trop l'entreprise. Donc, un rapport de force avec les clients favorable à l'entreprise lui permet de fixer plus facilement les prix. Donc, si on peut, et puis puisqu'on est le seul fournisseur pour ce client-là, donc on peut fixer les prix qu'on veut à ce client-là. Et ce client est obligé d'acheter parce que le client n'a pas le choix. Il doit venir acheter ou de toute façon, à ce moment-là, l'entreprise peut imposer ses prix. Par contre, s'il y a beaucoup de clients, s'il y a beaucoup de clients, c'est beaucoup plus à votre avantage parce que et si un client n'achète pas, l'autre viendra acheter. Mais si on n'a qu'un seul client et ce client décide de changer de fournisseur, décide de ne plus acheter entre eux et dans cette entreprise-là, donc à ce moment-là, on ne va pas pouvoir vendre. Le rapport de force avec les clients est déterminé avec la même approche que pour les fournisseurs. La situation est favorable à l'entreprise si elle a une taille plus importante que ses clients ou si elle est leur seul fournisseur. Maintenant, la dimension technologique, est-ce que c'est élevé ou faible? La technologie, vous savez, est-ce que cette entreprise est dépendante de la technologie? Donc, s'il y a un problème technologique, l'entreprise ne pourra plus fonctionner. Une forte dimension technologique introduit un risque élevé d'obsolescence de la production et une capacité financière élevée pour investir dans de nouvelles technologies. Donc, les entreprises qui sont dépendantes de la technologie, en général, ces entreprises-là courent un risque élevé parce que si l'entreprise ne manipule pas bien la technologie et qu'il y ait un problème en technologie, maintenant, l'entreprise ne pourra pas fonctionner si ce problème n'est pas résolu. Donc, l'entreprise qui est dépendante de la technologie, comme les entreprises qui vendent de l'électronique,
les compagnies de téléphone, compagnies d'Internet, en général, ce sont des entreprises qui ont une forte dimension technologique. Les formations sur la technologie, sur la dimension technologique est disponible dans la presse spécialisée. Elle peut également se mesurer à l'aide du poids élevé ou non des dépenses de recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires. Enfin, elle peut néanmoins être supposée dans certains secteurs à forte dimension technologique, tels que le réseau informatique, pharmaceutique, aérospatial, parce que ces secteurs-là dépendent de la technologie. Maintenant, à vous d'analyser la dimension technologique de l'entreprise que vous analysez. Est-ce que cette dimension, le risque est faible ou bien le risque est élevé? Quatrième élément, on a la présence ou non de personnes clés. Les personnes clés, ce sont les personnes qui travaillent dans l'entreprise ou bien qui gèrent l'entreprise et si ces gens-là ne sont pas là, c'est comme si l'entreprise doit fermer ses portes. Vous avez l'habitude de voir des entreprises qui sont fermées pour décès. En général, ce sont des gens qui sont des personnes clés. Donc, si ces gens-là, si ces personnes ne sont pas présentes, l'entreprise aura des problèmes. Et là, c'est un risque élevé parce qu'il y a la mort, il y a la maladie. Mais maintenant, l'entreprise ne doit pas avoir une personne clé. L'entreprise doit avoir plusieurs personnes clés de sorte que une tâche peut être réalisée par plusieurs personnes, de sorte que l'absence d'une personne ne peut pas handicaper les activités de l'entreprise. Donc, il faut vous-même analyser les informations données sur l'entreprise pour savoir est-ce que l'entreprise a des personnes clés ou bien une personne clé. La présence de personnes clés telles que ingénieurs spécialisés, architectes, appréciés par le marché, implique un risque en cas de départ de ceux-ci. Lorsqu'on a une personne clé ou bien deux personnes clés, ces gens-là peuvent faire chanter l'entreprise. Donc, il faut que l'entreprise diversifie les personnes clés afin de garantir une meilleure continuité des affaires. L'existence de personnes clés au sein de l'entreprise fait l'objet d'une section particulière dans le rapport annuel. Elle peut également être déterminée dans les médias, spécialisés ou financiers, lorsqu'elle concerne les dirigeants. Exemple, il y a Steve Jobs pour Apple, Warren Buffett pour Berkshire Hathaway. Donc, il y a des entreprises où il y a des personnes clés et maintenant, des fois, on s'imagine, est-ce que l'absence de cette personne, la disparition de cette personne, est-ce que ça ne va pas poser de gros problèmes à l'entreprise? Donc, il faut vous-même analyser cette partie-là afin de garantir à votre client que l'entreprise continuera à fonctionner, quel que soit le cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes clés. Donc la disparition d'une personne ou bien l'absence d'une personne ne peut pas avoir des répercussions majeures sur l'entreprise. Maintenant, niveau des stocks. Est-ce que le niveau des stocks est élevé ou faible? Lorsqu'on a un stock, vous aviez appris en gestion financière qu'on doit bien gérer les stocks. On ne doit pas avoir un montant exagéré de stocks ou une quantité extraordinaire de stocks ou bien être en rupture de stock non plus. Parce que les deux peuvent poser des problèmes. Il faut chercher l'équilibre. Quel
quel est le montant des stocks nécessaires. Attendez-moi. Oui, excusez-moi, les étudiants, je devais répondre à cet appel. Oui, donc, niveau des stocks, vous savez que il faut établir l'équilibre. Les stocks, et on ne doit pas avoir un niveau dépassé, de sorte que ça facilite le vol, ça facilite les marchandises peuvent être avariées aussi. Mais maintenant, un niveau de stock faible aussi, on peut faire face à une rupture de stock. Donc, des clients viennent acheter et on leur dit, il n'y en a pas. OK? Donc maintenant, ce problème-là doit être géré. On ne doit pas avoir un niveau de stock trop élevé ni trop faible. Un niveau élevé des stocks entraîne un besoin de les financer. Achat de matières premières, coût de stockage. Parce que puisqu'on a un grand stock, une quantité énorme de stock, on doit avoir quelque part pour les entreposer. Au contraire, une production qui n'implique pas de stock nécessite un investissement financier plus faible, mais présente le risque de ne pas pouvoir répondre à un client au moment de sa commande. Donc, les deux posent problème. Bon, vous-même, vous devez analyser les stocks qui se trouvent dans les états financiers afin de déterminer est-ce que le niveau des stocks que l'entreprise garde, est-ce que c'est élevé ou bien faible? Le niveau de stock peut être déterminé par le poids de ces derniers dans l'état de la situation financière. L'état de la situation financière, c'est le bilan. Donc, que représentent les stocks par rapport à l'actif total? Donc, stock divisé par actif total, ça va vous donner le niveau des stocks. Il sera important aussi de vérifier que ce niveau de stock est comparable à celui des concurrents pour évaluer un excès ou un manque de stock. Donc, c'est ce niveau-là que vous avez trouvé, c'est en comparant ce niveau-là avec les autres entreprises du secteur, c'est ce qui va vous permettre de dire est-ce que l'entreprise est en excès de stock ou bien est-ce que l'entreprise est en manque de stock. Donc, c'est en faisant la comparaison avec les autres entreprises du secteur. Et le dernier point de services internes, c'est le type de marchandises utilisées. Est-ce qu'il s'agit de marchandises génériques ou marchandises propres à l'entreprise? Je vais clarifier pour vous si vous n'avez pas compris. Il y a des marchandises qui sont génériques. Les marchandises sont génériques, on peut dire, en général, les matières de base, les marchandises de base sont des produits génériques. On prend le riz, la farine, le sel et tout ça, ce sont des marchandises génériques. Parce que, quel que soit,
même si je vais prendre du riz, je vais acheter un sac de riz, je vais mettre ça dans des sachets, je mets Henriette Chapon, mais ce sont des marchandises génériques parce que c'est le riz. Pas vrai? Le riz, c'est le riz. Donc, c'est générique. Et la farine, le sel, en général, les produits de base, on les appelle des produits génériques, des produits qu'on peut trouver n'importe où. OK? Quelle que soit la marque et tout ça, mais c'est le riz. Maintenant, il y a des marchandises qui sont propres à l'entreprise. Ce sont des marchandises qui sont créées par cette entreprise. Donc, ce n'est pas le riz, ou du moins, c'est un riz qu'on a fabriqué, qu'on a produit d'une autre façon. OK? Là, on va dire ce sont des marchandises génériques. C'est comme on dit le riz basmati. Ça, c'est propre à l'entreprise. Le riz basmati, ça vient de l'Inde. OK? Donc, c'est propre à l'Inde. De même, lorsque vous passez dans les supermarchés, vous allez voir que la farine, on met dans des sachets et on dit que c'est caribéen. Mais c'est au caribéen au supermarché. Mais ce sont des marchandises génériques. Et pourtant, si on prend un produit comme des gâteaux chez Marie Béliard, ça c'est propre à l'entreprise. On peut trouver des gâteaux en plusieurs endroits, à plusieurs pâtisseries et peuvent produire des gâteaux. Mais il y a gâteau Marie Béliard ou bien il y a un plat spécial, c'est un plat et c'est quelque chose préparé par telle compagnie. Là, ce sont des marchandises propres à l'entreprise qui portent son nom, c'est sa marque. OK? Donc, lorsque l'entreprise doit utiliser un type de marchandise particulier dans son cycle de production, elle court deux risques importants. Une indisponibilité de la marchandise qui pourrait stopper la chaîne de production parce on est en rupture de stock, on ne peut pas continuer à produire, et une situation défavorable par rapport aux fournisseurs, lesquels pourraient imposer des prix élevés. Au contraire, lorsque la marchandise est un produit générique, aisément accessible et sans caractéristiques particulières, l'entreprise ne court pas de risque particulier. Donc, lorsqu'on a des produits génériques, on a un risque. Le risque que le client n'aime plus ce produit, il ne vient pas acheter. Le risque qu'on ne trouve pas les matières premières adéquates pour faire cette production. OK? Et pourtant, si c'est des produits génériques, on les prend n'importe où, caisse de l'incarnation, on les trouve n'importe où au supermarché, dans les dépôts, dans les rues. Donc là, c'est une marchandise générique, on a moins de problèmes avec, on court moins de risques. Où est-ce que vous allez trouver cette information? Le caractère spécifique ou non d'une marchandise peut être déterminé par les réponses aux deux questions suivantes. Les marchandises ont-elles un contenu technologique tel qu'elles sont difficilement accessibles sur le marché? Donc, ce n'est pas des produits qu'on trouve n'importe où. La deuxième question, existe-t-il un nombre suffisamment élevé de fournisseurs pour permettre à l'entreprise de fonctionner même si elle stoppe sa relation commerciale avec le fournisseur actuel? Donc, c'est une marchandise qu'on peut trouver n'importe où. Donc, on ne trouve pas chez ce fournisseur, on va prendre chez l'autre. Donc, à ce moment-là, on court moins de risques. Mais lorsque la marchandise est propre à l'entreprise, on court beaucoup plus de risques avec parce que c'est une marchandise particulière. Ces renseignements proviennent essentiellement de l'information externe à l'entreprise. Donc, voici les 6 questions qu'on doit se poser lorsqu'on veut savoir, lorsqu'on veut étudier les risques à l'intérieur. Maintenant, pour les risques externes. Pour les risques externes, tout ce qui n'est pas à l'intérieur de l'entreprise et qui ne peut être contrôlé par l'entreprise. Donc, l'entreprise n'a pas de mainmise là-dessus. On a relation avec les clients, la saisonnalité de l'activité, le risque environnemental, le risque médiatique, risque judiciaire, le contexte économique mondial,
risque lié au taux d'intérêt, risque lié au taux de change. Voici les différents risques externes. Et là, on a 8. Tout d'abord, relation avec les concurrents. Vous allez regarder quelle est la position de l'entreprise que vous analysez. Est-ce que l'entreprise que vous analysez est en position de force ou bien en position de faiblesse? En position de force, c'est lorsque l'entreprise que vous analysez est la plus grande entreprise, elle contrôle le marché. Donc, et les concurrents et non, on n'a qu'à la suivre. Elle donne le ton parce qu'elle est la plus grande entreprise. Si elle baisse ses prix, les autres doivent suivre. Parce que si les autres ne suivent pas, donc elles vont perdre des clients et ces clients-là viendront dans cette entreprise, viendront acheter à cette entreprise-là. Donc, quelle est la position de l'entreprise avec la concurrence? Est-ce qu'on est en position de leader? À ce moment-là, on est en position de force. Est-ce qu'on est à la traîne? À ce moment-là, on est en position de faiblesse. Un rapport de force favorable à l'entreprise à l'égard de ses concurrents est une excellente situation. Mais il est toutefois nécessaire de vérifier si celle-ci perdurera dans le temps, si la situation est durable ou non. Dans le cas où le rapport est défavorable à l'entreprise, l'analyse doit s'assurer que cette situation n'est que temporaire, sous peine pour l'entreprise d'être exclue du marché. Donc, il faut étudier la position de l'entreprise par rapport aux concurrents en faisant la comparaison des chiffres de l'entreprise avec les chiffres du secteur. Maintenant, vous regardez entreprise par entreprise, quelle est l'entreprise la plus grande? C'est l'entreprise qui a le plus grand, qui a le plus grand actif total. Mais maintenant, est-ce que c'est l'entreprise que vous analysez ou bien c'est une entreprise? Quelle est la position de l'entreprise dans la chaîne, dans le groupe? Est-ce que l'entreprise est en première position, deuxième position, dixième position? C'est ce qui va déterminer pour vous la relation entre l'entreprise et la client et les entreprises concurrentes. Maintenant, la saisonnalité de où est-ce qu'on va trouver cette information? La situation par rapport aux concurrents peut être analysée à partir des parts de marché. Si celles-ci sont élevées, l'entreprise peut être perçue comme étant en situation de force. Afin de déterminer le caractère durable du rapport de force, il faut vérifier l'existence d'une barrière à l'entrée du marché. Est-ce qu'il y a un monopole? Est-ce qu'il y a une avancée technologique qui ne semble pas devoir être mise en cause à court terme? Maintenant, le deuxième point, c'est la saisonnalité de l'activité. Les ventes sont-elles associées à une période de l'année? Il y a des entreprises qui sont saisonnières. Les entreprises saisonnières, ce sont les entreprises où les ventes se font au cours d'une partie de l'année, telles que les magasins de jouets. En général, ces magasins vendent des jouets entre novembre et janvier, entre novembre et décembre. Donc, ce sont des entreprises saisonnières. Si on prend l'entreprise Henri Deschamps, même si Henri Deschamps et le magasin est ouvert tous les jours, ça on le comprend. Mais maintenant, c'est vers entre août et octobre qu'il y a affluence lorsque les gens achètent des cahiers, des livres et tout ça. Donc, Henri Deschamps, c'est une activité saisonnière. Il y a aussi, si on prend même par rapport aux récoltes, la récolte de mangue en février et juin. Donc, tout ça, ce sont des entreprises saisonnières parce qu'il y a une partie de l'année où on ne va pas trouver ce type de marchandises. On ne va pas trouver ce type de marchandises en quantité. On peut le trouver, mais on ne trouve pas ça en quantité. Donc, on appelle ces entreprises des entreprises saisonnières.
À l'opposé, il y a des entreprises qui vendent tous les jours, donc il n'y a pas de problème en termes de vente et en termes d'achat et de vente parce que il ne s'agit pas d'une entreprise saisonnière. Les ventes et le caractère saisonnier d'une activité représentent un risque externe majeur. Par exemple, les stations de ski, parce que pour faire le ski, il faut qu'il y ait de la glace, courent un risque important lié au bon enneigement durant l'hiver. Donc, cette année, avec l'hiver qui est rigoureux, c'est sûr que les stations de ski vont faire de l'argent. De même, les producteurs de jouets connaissent une forte hausse de leur activité à la période de Noël. Un arrêt de la chaîne de production durant cette période peut être critique. Donc, si c'est à cette période-là qu'on a un problème, là, on sait qu'on perd l'année parce que puisqu'on a un problème, on ne va pas pouvoir produire des jouets et les vendre. L'information sur le caractère saisonnier de l'activité est présentée dans la section relative aux risques dans le rapport annuel, mais il est toujours intéressant de la compléter par des sources externes telles que la presse, les études de marché. L'analyse de ce risque saisonnier doit comprendre également la gestion du risque par la société, l'acquisition de canots à neige par les stations de ski permet de limiter l'impact d'un faible enneigement. Donc, lorsque vous analysez les entreprises, il faut déterminer ce qui est-ce qu'il s'agit d'une entreprise saisonnière ou non. Parce que les analyses, vous allez les faire selon selon le classement de ces entreprises par rapport à la saisonnalité. Maintenant, risque environnemental. L'impact environnemental de l'entreprise entraîne-t-il un risque majeur? Il y a des entreprises, surtout les entreprises de produits chimiques, qui ont un impact négatif sur l'environnement. Maintenant, lorsque vous analysez ces entreprises, il faut vous demander et si la société remet en question la présence de l'entreprise dans la zone, l'effet négatif de l'entreprise sur l'environnement, est-ce que cela ne va pas poser un problème? La question de l'impact environnemental est devenue centrale dans une analyse des risques. Une gestion de risque environnemental permet une réduction des coûts de production, gestion des déchets, économie d'énergie et une plus grande sécurité sur le plan juridique, respect des normes environnementales. Il y a des bailleurs de fonds qui ne financent pas des entreprises si l'entreprise a un impact négatif sur l'environnement. Donc là, c'est un risque élevé. Le risque environnemental est associé par définition à certains secteurs, comme le secteur pétrolier, le secteur nucléaire, minier, chimique. L'évaluation de ce risque peut être complétée par les informations publiées dans l'Internet. Donc, il faut déterminer le secteur pour voir quel est le risque des entreprises ou du secteur sur l'environnement. Maintenant, risque médiatique. La réputation de l'entreprise est-elle bonne? Risque médiatique. Qu'est-ce que les médias disent de cette entreprise? Est-ce qu'il y a eu des litiges au point que les médias en parlent? Ça peut avoir un impact négatif sur l'entreprise. La réputation d'une entreprise est un actif stratégique lui permettant d'avoir une bonne image auprès de ses partenaires et donc de générer de la richesse. Une bonne réputation fournit un avantage concurrentiel à l'entreprise. Au contraire, une mauvaise réputation peut influencer le comportement des consommateurs, baisse du chiffre d'affaires, dépenses publicitaires plus importantes que nécessaires. Donc, lorsque l'entreprise a un litige avec soit des clients ou bien d'autres partenaires,
et que l'affaire se relaie au niveau, l'affaire est relayée au niveau des médias, ça va avoir un impact négatif sur l'entreprise. Et parce que il y a des gens qui auront leur opinion, on peut dire parce que cette entreprise est dans tel ou tel litige, ou l'entreprise a posé tel problème, donc on ne va plus faire affaire avec cette entreprise. La réputation d'une entreprise n'est jamais fournie dans un rapport annuel. Elle ne peut être estimée qu'à partir des formations externes, presse, sites d'associations de consommateurs, forums, blogs ayant pour sujet l'entreprise. Maintenant, après le risque médiatique, on a le risque judiciaire. Les risques de procédure judiciaire sont-ils élevés? Est-ce que l'entreprise a des démêlés avec la justice? Est-ce qu'il y a des litiges en cours? Est-ce que l'entreprise a des problèmes avec les tribunaux? Le risque judiciaire est lié aux différentes procédures judiciaires en cours ou à venir à court terme et qui influeront significativement sur la situation économique de l'entreprise. Exemple, condamnation pénale, dommages et intérêts à verser à des clients ou à des salariés. Le risque judiciaire peut s'évaluer à partir de la section du rapport annuel relative au risque et qui comprend obligatoirement une section sur les procédures judiciaires si celles-ci existent. Procès de la part de clients, contentieux fiscal, abus de position dominante limitant la concurrence. Ça, c'est pour les risques judiciaires. Maintenant, il y a le contexte économique mondial. Le contexte économique mondial le contexte politique et économique a-t-il un poids significatif sur l'activité de l'entreprise? Il y a des fois, il y a des problèmes dans un pays par rapport à un produit et pourtant, ça a des répercussions négatives sur un autre pays, même s'il n'y a aucun lien en termes d'affaires. C'est le cas, je me souviens d'une année, ça fait longtemps, il y avait la crise de la vache folle. Il y avait un problème avec les bœufs dans un pays d'Europe et pourtant, ça avait eu des répercussions même en Haïti. Parce que le fait que les gens entendent parler de la viande de bœuf, il y a un problème, les gens diminuent sur leur consommation de viande de bœuf. Donc, ça va avoir un impact. Donc, vous-même, en tant qu'analyste, il faut regarder aussi au niveau politique et économique mondial, même si c'est pas en Haïti, même si ça se passe en Afrique, quelles sont les crises qu'il y a et quelles sont les activités de l'entreprise afin de déterminer est-ce qu'il y a un risque dans le contexte économique mondial. Bien que l'analyse porte sur une entreprise, la prise en compte des données macroéconomiques qui incluent le monde en général est nécessaire afin d'apprécier les risques auxquels l'entreprise fait face. Nous pouvons citer l'exemple du pétrole dont le cours dépend fortement de la situation politique au Moyen-Orient, en plus du niveau de la demande des consommateurs. Donc, chaque fois qu'il y a un problème avec les pays de l'OPEP au Moyen-Orient et qu'il y a un problème avec le pétrole, immédiatement, ça va avoir des répercussions sur le pétrole dans les autres pays. L'impact éventuel du contexte macroéconomique s'évalue essentiellement à partir de données externes à l'entreprise. Ces dernières exposent peu d'informations sur ce risque. Une lecture d'études de marché ou une analyse de l'impact d'événements économiques et politiques récents est nécessaire. Maintenant, le risque lié au taux d'intérêt. L'entreprise court-elle un risque lié au taux d'intérêt? Vous savez, risque de taux d'intérêt, c'est lorsque l'entreprise a des dettes. Le risque lié au taux d'intérêt touche essentiellement les sociétés ayant un taux d'endettement élevé
et dont la dette est basée sur des taux d'intérêt variables, puisque les taux d'intérêt sont variables et lorsque les taux d'intérêt augmentent, le taux d'intérêt des prêts de l'entreprise augmente aussi, l'inverse est vrai. Au cours des dernières années, les taux d'intérêt à long terme américains sont passés de 6% en 2001 à 0,98% en 2003, puis à 5,2% en 2007, pour finir à 0,1%. Cette forte variation des taux a un impact direct sur le coût de la dette des entreprises. Le risque lié au taux d'intérêt peut être évalué à partir du montant de la dette de la société et de son ratio d'endettement. Un montant et un ratio entraînent un risque élevé lié au taux d'intérêt. Le caractère variable ou fixe de l'emprunt est toujours disponible dans la note aux états financiers relatifs aux emprunts. Donc, lorsque on emprunte avec des taux d'intérêt variables, ça peut avoir des répercussions sur l'entreprise parce que les taux vont augmenter et baisser à chaque fois. Risque lié au taux de change, c'est parce qu'on utilise plusieurs monnaies. Donc, lorsqu'on a une entreprise à l'international ou bien lorsque les matières premières se trouvent à l'international, donc on s'approvisionne à l'international, donc on va utiliser une autre monnaie. Donc là, on peut dire qu'il y a risque de taux de change. Le risque lié au taux de change touche les sociétés dont les activités s'étendent dans des pays disposant de différentes devises. Donc, comme en Haïti, on a la goutte, on a le dollar. Une hausse du dollar canadien par rapport au dollar américain entraîne une baisse du compte en devises étrangères une fois converti en dollars canadiens. Dans le cas d'un actif, cette fluctuation des devises n'est pas une bonne nouvelle, mais dans le contexte des passifs, dettes fournisseurs et emprunts bancaires, elle représente une bonne nouvelle parce que la valeur des dettes va baisser. Le risque lié au taux de change touche par définition toutes les sociétés ayant des clients, des fournisseurs ou des filiales à l'étranger et ces pays-là utilisent une autre monnaie différente de celle de l'entreprise. Cette information est présentée dans le rapport annuel dès la présentation de la société ou au minimum de la section relative aux instruments financiers et aux risques liés au taux de change. Donc voilà, chers amis, l'essentiel de ce qu'on devrait voir sur la détermination du secteur d'activité de l'entreprise. Et là, au niveau de l'analyse, on s'interroge, on a encore les mêmes questions qu'on vient de débattre dans le tableau, la nature des opérations de l'entreprise, les risques internes et les risques externes. Maintenant, chers amis, ce qu'on va faire, on a ces questions-là, vous les avez dans le livre. Maintenant, on va prendre, vous voyez, les questions des pages 21 et 22. Maintenant, on va prendre un cas pratique dans le livre. On va prendre un cas pratique. On va prendre un cas pratique dans le livre. On va prendre le tout premier cas qu'on va traiter ensemble. C'est le cas Kinross Gold Corporation. C'est ce cas qu'on va traiter ensemble pendant toute la durée du cours. Voici le cas. Étude de cas 1, le secteur minier Kinross Gold
Corporation. Et là, on vous donne le contenu de ce cas. On vous dit que à la page 148, on vous parle du secteur aurifère au 21e siècle. À la page 149, l'entreprise Kinross Gold Corporation, donc on vous a donné des informations sur le secteur et après, on va vous parler de Kinross elle-même. Les états financiers de Kinross, donc état des résultats, bilan, état des flux, le rapport du cabinet d'experts comptables inscrit et indépendant à la page 154, les notes relatives aux états financiers à la page 155, le rapport de gestion de 2012 à la page 159. Donc, c'est un cas qui commence à la page 148 et qui se termine à la page 161. Maintenant, on va déterminer l'activité. La première chose, c'est de lire les informations qu'on vous donne. Pas tout le cas, mais les informations de départ. Parce que vous-même, vous devez déterminer le mandat qu'on vous donne. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? Qui est le client qui a besoin de ce travail? Et pourquoi le client a besoin de ce travail? Donc, il faut déterminer le mandat. Je lis pour vous, ou bien on lit ensemble. Auditeur pendant 5 ans dans un cabinet international, vous avez choisi de mettre à profit vos connaissances en matière comptable et financière en intégrant HLB. HLB est un cabinet de conseil en investissement et restructuration financière en tant qu'analyste. Donc, vous préférez venir à HLB en tant qu'analyste. Au cours de votre première semaine au sein du cabinet, on vous demande de participer aux travaux de l'équipe chargée de répondre aux questions d'un groupe d'investisseurs étrangers envisageant l'acquisition potentielle d'une participation dans le capital de la société Kinross Gold Corporation. Donc, voici ce que le client veut. Donc, vous faites partie de l'entreprise, on vous emmène à une réunion et à cette réunion, vous allez rencontrer un groupe d'investisseurs. Et qu'est-ce que ce groupe d'investisseurs veut? Ils veulent faire l'acquisition potentielle parce qu'ils ne savent pas encore. C'est après votre analyse, d'après la réponse, d'après les recommandations de l'analyse que qu'ils sauront est-ce qu'ils vont faire l'acquisition. Et c'est pourquoi on a parlé de l'acquisition potentielle. Donc, vous allez travailler avec des clients qui aimeraient faire l'acquisition potentielle d'une participation dans Kinross. Donc, s'ils veulent faire l'acquisition au potentiel d'une participation, alors il faut bien analyser le cas pour vous permettre de trouver de bonnes réponses avec des preuves pour donner à votre client. Maintenant, on commence à déterminer, à voir le profil de Kinross Gold Corporation. Kinross Gold Corporation est une société spécialisée dans le secteur aurifère et des activités connexes, à savoir l'exploration et l'acquisition de biens miniers aurifères, l'extraction et le traitement de minerais aurifères et la remise en état de biens miniers. Depuis 10 ans et surtout depuis la crise bancaire qui a éclaté en 2008, le coût de l'or a fortement augmenté. Il s'agit en effet d'une valeur refuge prisée par les investisseurs lorsque ces derniers ne font plus confiance à d'autres placements. L'objectif des investisseurs clients du cabinet est alors de profiter de cette forte croissance du marché de l'or.
lors de la première réunion de votre équipe de travail, vous constatez que votre directeur de mission et un autre analyste s'opposent sur la situation financière réelle de Kinross. Donc, il y a deux personnes qui s'opposent à la situation réelle de Kinross. Alors que le premier affirme que la société présente des ratios de performance désastreux dans un marché de l'or en déclin, l'analyse du second est au contraire positive et met en lumière la capacité de l'entreprise à créer de la valeur. Donc, il y a deux opinions opposées sur l'état de Kinross. Vous prenez connaissance des points de vue de l'analyste et de votre directeur de mission qui sont exprimés dans les extraits ci-dessous de leur rapport respectif. Un extrait de la conclusion du rapport de votre directeur de mission. Le marché de la production et de la commercialisation de l'or est en déclin en 2012, après avoir connu une forte progression durant 10 ans. Dans ce contexte, les états financiers de Kinross Gold Corporation présentent logiquement une performance négative. Il faut donc émettre une opinion négative sur la situation financière de l'entreprise. Ça, c'est l'opinion du directeur de mission. Maintenant, un extrait du rapport de l'analyste. Bien que toutes les mesures de performance traditionnellement utilisées soient au rouge, c'est que tout est négatif, il me semble que la situation de l'entreprise n'est pas du tout défavorable. Certes, des acquisitions passées n'ont pas été aussi rentables que prévu, mais l'entreprise crée toutefois de la valeur. La meilleure preuve est que les créanciers continuent à lui faire confiance. Cette différence de point de vue désoriente les investisseurs en quête d'une information claire, et ce d'autant plus qu'un changement de dirigeant en 2012 perturbe leur appréciation et la stratégie. Le directeur général du cabinet HLB vous demande d'effectuer un diagnostic financier détaillé sur les aspects positifs et négatifs de Kinross Gold Corporation. Voilà. Voici ce qu'on vous a demandé. Il y a deux opinions opposées. Vous-même, on vous demande de donner votre opinion sur les aspects positifs et négatifs de Kinross. Donc, ce que vous allez faire, vous allez lire. On sait déjà que l'entreprise se trouve dans le secteur aurifère. Voilà, on va parler du secteur au 21e siècle. On va parler du contexte. On vous donne des informations sur le contexte économique mondial. Ça, c'est pour le secteur. Il y a une rubrique, un risque environnemental de plus en plus présent. Il y a un risque dans la fouille de l'or. Maintenant, ce sont des informations sur l'entreprise Kinross. On vous dit Kinross Gold Corporation, un acteur majeur du secteur aurifère. On vous donne les perspectives d'avenir pour Kinross Gold Corporation. On vous donne les états financiers de Kinross. Ça, c'est le bilan. On vous donne le bilan sur 3 ans, 2010, 2011 et 2012. Les actifs courants, ce sont les actifs à court terme. Les actifs non courants, ce sont les actifs à long terme. Les passifs courants, c'est passif à court terme. Passifs non courants, passifs à long terme. Le total des capitaux propres et voilà le bilan pour les 3 années. On vous donne un état des résultats sur 2 années. État des résultats sur 2 années, 2011 et 2012. OK? Après, on vous donne le tableau des flux de trésorerie de Kinross, les différentes activités, activités opérationnelles, activités d'investissement, activités de financement. Maintenant, voici le rapport du cabinet d'experts comptables. Donc, vous avez la certification que les états financiers de Kinross sont des états financiers vérifiés.
Donc, on vous donne l'opinion du vérificateur et le vérificateur, c'est KPMG. C'est KPMG qui a fait, c'est un bureau de comptable agréé à Toronto. Et quelle est l'opinion du vérificateur? Qu'est-ce que le vérificateur a dit? Voici l'opinion au bas. Des fois, on a l'opinion, des fois, la première partie donne l'opinion du vérificateur, mais d'autres fois, c'est à la fin. À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée de Kinross au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2011, ainsi que sa performance financière consolidée de ses flux de trésorerie consolidés pour les exercices clos à cette date, conformément aux normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standard Board. OK, ça, c'est les états financiers vérifiés qui sont accompagnés de notes. On vous donne les notes, les différentes notes, les notes relatives aux états financiers. Donc, on a la note 1, la note 6, note 7, la note 1. Ça c'est la présentation de presque tous les cas qu'on a là. La note 1, ça parle de la description de la société et la nature des activités. Donc, vous allez trouver l'activité, le secteur d'activité, vous savez, c'est le secteur aurifère. La note 6 qui parle des acquisitions et des cessions. La note, la note 8 qui parle des pertes de valeur. La note 13, la dette à long terme et la facilité de crédit. La note 14, on parle des provisions. Et là, on a le rapport de gestion de 2012. C'est le rapport que la firme KPMG a donné, les extraits du rapport de gestion. Et là, on vous donne les annexes. Dans les annexes, on vous donne les chiffres du secteur d'activité. Pas les chiffres de Kinross, les chiffres du secteur. D'ailleurs, on a dit annexe 1, l'effet saillant non, ça c'est pour Kinross. L'annexe 1 de Kinross, les chiffres de Kinross, la croissance et tout ça, le marché de l'or pour le secteur, l'évolution du coût de l'once d'or, plus grand producteur d'or. On vous donne donc les entreprises du secteur, Barrick Gold, Newmont, Anglo Gold, Goldfield, Goldcorp, Kinross Gold Corporation, et qui est, si vous regardez ici, on les a classés pour vous en termes de production. Et Kinross Gold Corporation est placé en sixième position. Parce qu'on vous dit que de la production en tonnes, vous avez vu, vous avez compris, pas vrai? Tout et pendant que je passe là-dedans, à travers. Oui, madame. OK, d'accord, merci. OK, on a Barrick Gold, c'est le plus grand parce que Barrick Gold produit 239,5 tonnes. Newmont 161, Anglo Gold 122, Goldfield 98, Goldcorp 98, 78, Kinross Gold Corporation 74. Donc, sur 2, 4, 6, 8, 10, sur 10 entreprises du secteur, Kinross Gold Corporation est classé en sixième position. Et il y a le marché mondial qui produit globalement 2700. Là, vous pouvez calculer le ratio de la production de Kinross par rapport à la production mondiale. Maintenant, on a le tableau 1D qui donne l'évolution de la demande d'or au niveau mondial. Donc là, on la demande. Bijouterie et joaillerie, vous avez vu le chiffre. La technologie, on a vu et l'investissement.
Et l'annexe 3 donne les données du secteur, les données financières des entreprises comparables. Et maintenant, on vous donne pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. On vous donne pour 15 entreprises du secteur. Il n'y a pas, on n'a pas Kinross dans le lot. Vous-même, ce que vous allez faire, et pour trouver la position de Kinross par rapport au secteur, vous allez placer les chiffres de Kinross vous allez classer les chiffres de Kinross dans ce tableau. Si on prend par rapport au chiffre d'affaires, vous avez vu les chiffres, vous allez devant à l'état des résultats, vous allez prendre le chiffre d'affaires, vous allez porter ça ici, vous allez dire en termes de chiffre d'affaires, Kinross Gold est en telle position. Je vais vous donner un exemple. Je retourne pour aller prendre le chiffre d'affaires de Kinross. Le chiffre d'affaires de Kinross. On est à l'état des résultats. Le chiffre d'affaires de Kinross. Kinross a un chiffre d'affaires en 2012 de 4,3 millions. 4,3 milliards. OK? Maintenant, on va dans notre tableau. 4,3 milliards. On va voir, ça c'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez faire. OK? Donc, on va dans ici, 4,3 millions. Maintenant, si on regarde ici, regardez le chiffre d'affaires, la colonne chiffre d'affaires. Quelle est la plus grande entreprise? En termes de chiffre d'affaires, quelle est la plus grande entreprise? Vous êtes là? Barrick Gold Corporation. Non. Chiffre d'affaires, oui. Regardez. Regardez dans le lot. Anglo-American. Anglo-American. La plus grande Anglo-American. entreprise, c'est Anglo-American qui est à 28,7 milliards. Et la deuxième entreprise est Barrick Gold, pas vrai? Barrick Gold avec 14,5. Et la troisième? Newmont. Newmont est en troisième position. Quatrième position? Zinjin. Gold Limited. Exact. Non, et quatrième position, Zinjin Mining Group. OK, quatrième, cinquième. Newcrest. Cinquième. Et parce que on a Zanin qui est à 7 milliards. Après 7 milliards, quel est le prochain qu'on a? Goldcorp. Goldcorp en cinquième position. Sixième position. Goldfields. Goldfield. Septième position. Newcrest Mining. Royal qui est à 4,5. Et puis tout de suite après Royal, on aura Kinross. On aura Kinross. Kinross, c'est 4,3. Tout de suite après Newcrest alors. Non, et pas Royal, Newcrest. Tout de suite après Newcrest, on aura Kinross Gold Corporation qui est à 4,3. Donc là, on va dire que Kinross Gold est classé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kinross Gold Corporation est en 8e position. 8e position. Premier, Anglo-American. Deuxième, Barrick Gold. Troisième, Newmont. Quatrième, Zijin.
5e Goldcorp, 6e et Goldfield, 7e Newcrest et 8e position et Kinross Gold Corporation. Vous allez faire la même chose, vous retournez au bilan, vous allez prendre l'actif comptable maintenant. Donc, vous allez au bilan, vous allez prendre le chiffre du bilan pour Kinross et vous allez faire la comparaison ici. Mais maintenant, on va dire quoi pour Kinross, pour le chiffre d'affaires. Kinross est en 8e position, au-dessus de la médiane. Voici la médiane. La médiane, c'est comme une moyenne du secteur. Donc, la médiane est à 2 milliards. Donc, puisque Kinross Gold Corporation est à 4,3 milliards, on va dire que Kinross Gold est au-dessus de la médiane. Au moins, la moyenne est à 2,3, mais Kinross a fait mieux. Kinross a fait 4,3. Et c'est comme ça, maintenant, et dans le premier tableau, qu'est-ce qu'on vous donne comme information? On vous donne le chiffre d'affaires, l'actif comptable, le résultat d'exploitation, le résultat net, capitaux propres, stock. Dans le deuxième tableau, un F, on vous donne sur la rentabilité. On a rentabilité de l'actif, rentabilité des capitaux propres, marge d'exploitation, marge nette. Et puis, dans le troisième tableau 1G, on vous donne les délais de rotation. Délai de rotation des codes clients, délai de rotation des stocks, délai de rotation des fournisseurs. On n'est pas encore là, mais je vous montre les informations en général qu'on vous donne sur le secteur. Les ratios de liquidité, on vous donne liquidité générale, liquidité réduite, liquidité immédiate. Et vous allez vous-même calculer ces ratios-là pour Kinross et vous allez chercher la position de Kinross. Maintenant, on vous donne l'annexe 4 où on vous dit la concentration des principaux clients. Donc, Kinross a 3 clients privilégiés. 3 clients. Donc, ce qui n'est pas trop bon pour Kinross parce qu'on ne peut pas avoir 3 clients seulement. Si ces 3 clients se mettent ensemble pour vous donner des problèmes, on peut vous créer des problèmes. Donc, voilà, chers amis, ce que je vais vous demander de faire. Vous allez lire le cas Kinross. Vous allez lire le cas Kinross. Bien lire. Et vous allez répondre aux questions des pages 21 et 22. Vous allez chercher les réponses. On va les traiter encore mardi prochain. Mais vous-même, vous allez chercher les informations. C'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre lorsqu'on va faire le cours. Donc, vous allez ici, vous retournez ici, vous allez prendre les questions. La nature des opérations de l'entreprise, les risques internes, les risques externes. Vous allez lire Kinross et vous allez essayer de répondre à ces questions. Mardi prochain, le cours soit interactif. Parce que si vous avez pris connaissance déjà de Kinross et que vous avez essayé de répondre à ces questions, peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais essayez quand même. Et puis, mais mardi, on va traiter tout ça ensemble. Et j'ai commencé le cours tard, je le comprends. Et donc, je vais vous laisser partir maintenant, mais vous avez ça comme travail à faire. La lecture du cas Kinross et essayer de répondre. Ce n'est pas un devoir que vous allez m'envoyer, mais j'aimerais que la prochaine fois, je vais poser une question à chaque personne. Donc, si vous avez lu,
et que vous avez essayé de répondre aux questions, vous allez pouvoir répondre à la question la prochaine fois. OK? Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions et que tout est clair, alors je vous laisse partir parce que là, vous ne répondez pas, donc vous n'avez pas de questions. OK, donc à mardi prochain. Mardi prochain, le cours sera interactif. Lisez le texte. Essayez de répondre aux questions parce qu'arrivé ici, je vais poser une question à chaque personne. Et maintenant, vous devez répondre parce que les questions seront notées. Même si les réponses ne sont pas, et je ne vais pas vous noter parce que vous avez donné une bonne ou bien une mauvaise réponse, mais parce que au moins par rapport au texte, je vais voir que vous aviez lu quelque chose. OK, donc voilà, chers amis, c'est ça pour le cours de